J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mason Ewing. Mason est producteur, réalisateur, il est scénariste, il est aussi concepteur de mode et il est non-voyant. Il est né au Cameroun, il a grandi en France, il a passé un peu de temps aux États-Unis et maintenant il s'est établi ici, à Ottawa. Il est très engagé dans la lutte contre la maltraitance faite aux enfants et vous verrez pourquoi. Il est aussi très engagé dans la lutte contre la discrimination faite aux personnes qui ont un handicap. C'est un très grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un très, très grand plaisir de recevoir Mason Ewing. Je l'ai rencontré il y a quelques années et j'ai été tout de suite inspirée par lui. J'admire beaucoup tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, Mason, d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi pour tout ce que tu nous offres. C'est tellement beau. Les gens vont avoir la chance, au cours de l'émission, de voir un peu ce que tu crées. Malgré ton handicap, tu crées des choses absolument des choses visuelles absolument extraordinaires, avec beaucoup de créativité, beaucoup d'amour. Ça vient d'où cet amour-là que tu as en toi et qui transpire dans tes œuvres? Ben déjà, un bonjour et merci pour l'invitation. Eh ben, l'inspiration, on va dire tout simplement déjà, c'est surtout un très beau cadeau de ma mère. Parce que ma mère était mannequin styliste modéliste et c'est elle qui aimait beaucoup la mode. Et je pense que avant de mourir, c'est un beau cadeau qu'elle m'a laissé en fait. Donc c'est grâce à ça que je suis devenu aujourd'hui très passionné et que j'adore énormément la mode. Donc j'adore faire découvrir aux gens mes passions. Oui. Voilà ce que je fais. Si on commençait par toi, quand tu étais petit, tu es né au Cameroun. Parle-nous, est-ce que tu te souviens? Tu as vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 9 ans, je pense, hein? C'est ça. Non, jusqu'à l'âge de 6 ans. 4 ans? 6 ans. 6 ans. Alors, raconte-nous un peu. Est-ce que tu te souviens de ta vie au Cameroun? Euh, un peu, mais quand même, parce que j'avais 6 ans et demi quand je suis arrivé en janvier 89 en France. J'ai vécu chez mon oncle et ma tante. Et au Cameroun, j'habitais avec mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Élise, qui était, on va dire, le deuxième amour de ma vie après ma mère. Une femme assez formidable. Et c'est vrai que, oui, je me rappelle quand j'allais à l'école, je me rappelle le bonheur que j'avais là-bas, les gens avec qui j'étais, et le moment à qui je passais. C'est vrai, j'étais très heureux. Malheureusement, un bonheur qui a été très limité. Mais au moins, j'étais heureux quand j'étais en Afrique. Tu étais heureux en Afrique, mais Voilà. tu avais ta vision, tu voyais, tu n'étais pas aveugle à ce moment-là. Non, non, j'étais pas du tout aveugle, puisque à la base, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème de vue normalement. Donc j'ai pas la vue quand j'avais 14 ans. Mais jusqu'à l'âge de mes 6 ans, avant d'arriver en France, j'étais voyant. Je voyais très très bien. Et tu as grandi avec ta maman. Tu dis ta grand-mère, c'était le deuxième amour de ta vie après ta mère. Voilà. Parce que ma mère, c'est qui s'appelait Marie, qui était mannequin style modéliste. Donc malheureusement, elle n'a pas vécu très longtemps, mais le peu que je me souviens d'elle, j'étais souvent avec elle parce qu'elle aimait beaucoup coudre. Donc c'est elle qui m'a donné cette passion. Donc j'ai passé des moments assez magiques avec ma maman. Et puis avec mon arrière-grand-mère, parce que c'était plutôt mon arrière-grand-mère qui s'appelait Élise, donc qui était une femme formidable. Et c'est vrai que quand j'étais en Afrique, c'était des moments vraiment magiques, d'ailleurs que je ne pourrais jamais oublier. Oui, c'était les fondements de ta vie. Voilà, c'est ça. Ton amour de la vie, ton amour de la mode. Pourquoi la mode? Qu'est-ce qu'il y a dans la mode? Tu sais, il y en a qui vont aimer... euh, comment on peut s'exprimer, je devrais? Comment tu t'exprimes par la mode? Ben, pourquoi la mode? Déjà, depuis tout petit, depuis que je suis arrivé en France, que j'avais 6 ans. Parce qu'on va dire, déjà, quand j'étais jeune, c'est vrai, la première fois qu'on m'a dit que j'irais en France, moi, pour moi, c'était le bonheur. Parce que aller en France, quand j'étais en Afrique, c'était j'irais au ciel. J'allais retrouver ma mère qui était morte. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert que bah, ce que je pensais, c'était pas tout la réalité quand je suis arrivé en France. Donc, j'ai vécu dans un pays que je ne connaissais pas. Mais depuis tout petit, j'étais beaucoup fasciné déjà par la mode, puisque ma mère, quand j'étais en Afrique, elle causait beaucoup, elle aimait beaucoup, elle était mannequin, c'est une modéliste. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, eh ben, j'ai décidé de continuer son rêve, puisque OK. ma mère était décédée. Ta mère est décédée, puis tu te dis, quand tu es arrivé en France, tu pensais que tu t'en allais au ciel. Tu pensais que tu allais revoir ta maman.
C'est ça, exactement. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Ah non, c'est pas du tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai plutôt atterri, on va dire, autre part. Voilà, l'avion s'est posé, je suis descendu avec une dame qui était ma tante, que je ne me rappelais pas d'elle, qui était pour moi une étrangère. Et je suis arrivé dans un pays en plein janvier où il y avait beaucoup de neige, il faisait super froid, donc c'était nouveau pour moi tout ça. Présentement, en France, en Europe, bien sûr, il y a toute la crise des migrants, la crise des réfugiés. Euh, Toi, tu as vécu quelque chose qui ressemble à ça quand tu étais petit. Quand tu vois et tu entends ce qui se passe avec ces familles qui doivent quitter leur pays, quitter leurs racines, est-ce que ça te ramène à ce que tu as vécu? Comment tu vis ça présentement? Comment j'ai vu quand je suis arrivé en France? Comment tu vis quand tu regardes les réfugiés qui arrivent en France, qui arrivent en Allemagne, qui tentent de s'exiler de la Syrie surtout? Est-ce que ça te rappelle Ben, des souvenirs, toi? moi, malheureusement, j'étais petit, comme j'avais 6 ans. Pour être honnête, on m'a pas du tout demandé mon avis. On m'a mené en France, j'étais un jour, ma tante elle est venue en Afrique, elle est venue me chercher et j'ai appris que je devais partir avec elle. Et donc j'ai atterri quelques mois après en France, donc en janvier 89, et j'étais encore un enfant. Mais donc moi, personnellement, et tout ce qui m'est arrivé, je pense que j'aurais préféré ça en Afrique. Parce qu'en Afrique, comme je le dis, je vivais dans une famille où il y avait de l'amour. J'étais heureux, j'étais un enfant épanoui, et en plus je voyais, et j'avais vraiment le bonheur. Tandis qu'en France, qu'est-ce qui est arrivé chez ton oncle et ta tante? Ben, quand je suis arrivé, ben, au début, c'est vrai, c'était un peu dur pour moi parce que bon, déjà, je m'étais trompé, je n'étais pas au ciel, il n'y avait pas ma mère. Et après, vu que j'avais vécu, après le décès de ma mère en 86, j'avais vécu avec ben, mon arrière-grand-mère pendant longtemps. Je dormais avec elle au Cameroun, donc j'étais habitué à elle, j'étais un enfant. Oui, oui, Et oui. quand je suis arrivé ici, en France, pardon, j'ai vécu chez mon oncle et ma tante. Et pendant des années, ben en fait, tout de suite, ils m'ont montré, on va dire, leur vraie face. Parce que moi, je ne les connaissais pas. Et je ne connaissais pas, on va dire, le mot torture, le mot barbarie. Donc j'ai vécu avec une tante, un oncle qui m'ont maltraité pendant des années. Ils t'ont maltraité. Voilà. Comment et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, alors déjà, premièrement, ben, je n'avais pas le droit de manger. J'étais tout le temps puni. Il fallait que je travaille très bien à l'école. Pendant des années, ils m'ont battu. Ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré. Mon oncle, ma tante me mettait du piment dans les yeux, dans le sexe. Ben, des fois, pendant que je dormais, ma tante elle venait m'assommer avec une massue alors que je n'avais que 6 ans. Je n'étais qu'un enfant. Des fois, pour des punitions, elle me mettait à genoux. J'avais les bras tendus comme ça. Et de chaque côté de chaque main, j'avais soit des dictionnaires ou des gros cailloux. Et si mes mains descendaient, ma tante, elle allumait le briquet ou une allumette, elle me brûlait les bras. Donc, Mais c'est fou! voilà. C'est fou d'avoir vécu ça. Les voisins, personne ne savait ce qui se passait dans cette maison, ce qu'on faisait. Il y a beaucoup d'articles là, sur l'histoire de Ewing. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles en France, aux États-Unis, un peu partout, des articles de journaux. Mais personne ne savait ce qui se passait. À l'époque, ce qui est passé pendant toutes ces années où j'ai vécu toutes ces choses-là, ben, les gens entendaient, mais je pense que les gens préféraient Ne rien dire. ne rien dire. Et puis, ben, pendant longtemps, il ne faut pas oublier que je venais d'arriver en France, je ne connaissais pas les lois françaises. Ben non, t'étais tout petit. Voilà, j'étais tout petit, donc j'avais très peur d'eux, parce qu'ils m'avaient vraiment traumatisé. Parce que le piment dans les yeux pendant 7 ans, les brûlures, me battre. Des fois, ma tante, elle m'emmenait dans la salle de bain, elle prenait ma tête, elle tapait contre les carrelages de la baignoire, du sol. Ils m'ont enfermé pendant 7 ans dans une chambre. Et donc, avec tout ce que j'ai vécu, ben, moi, on va dire, je suis devenu. J'étais traumatisé, j'avais très peur d'eux, mais vraiment très peur d'eux. Je n'osais pas dire rien du tout, je n'en ai pas parlé. Jusqu'en 93, où là, j'ai rencontré un ami, un jeune qui s'appelait Jean-François, qui m'a parlé qu'il était en foyer, qu'il y avait des droits pour les enfants, l'aide sociale à l'enfance. Et là, j'ai commencé à faire des fugues. Donc, je suis parti voir la police à l'époque, la brigade des mineurs. J'appelais à l'aide, en fait, j'ai fait plus d'une centaine de fugues à l'époque. Malheureusement, personne ne m'a écouté. La police, ils me tapaient.
alors que j'avais que 12 ans. J'avais 11 ans et demi, ils me battaient, ils m'enfermaient dans une cellule, tout ça. Chaque fois, ils rappelaient mon oncle et ma tante. Puis te Pour me, ramener à la maison. voilà, pour me ramener. Et puis là, j'étais frappé encore de pubelles, enfermé, de piments, voilà, j'avais Et pas le droit de manger. un jour, tu as réussi à t'évader. Tu as fait une fugue, puis ça a été la bonne. En fait, c'est pas que j'ai réussi à m'évader, c'est que mon oncle et ma tante, une chose qu'ils voulaient, c'est que j'aille à l'école parce qu'il faut dire que quand tu as un enfant en France, quand il est scolarisé, tu touches de Ah, l'argent. oui. Donc, ils m'ont scolarisé pour ça. Donc, j'allais à l'école, donc ils touchaient l'argent. Donc, j'ai profité d'un jour que j'allais à l'école. Au lieu d'aller à l'école, ben, je me suis enfui, en fait. J'ai fait une fugue. Mais chaque fois que j'allais voir la police, la brigade des mineurs, tout le monde, les juges, ben, j'ai fait Est-ce quand même plus de 100 fugues. On va aller à la pause, on revient, puis on va arriver à une partie plus joyeuse de ta vie, OK. où tu as recommencé à te sentir bien, puis à vouloir créer. On revient tout de suite, restez avec nous. Je suis en compagnie de Mason Ewing. C'est un artiste visuel, un cinéaste, producteur, concepteur de mode, designer, styliste. Et il organise des défilés. On peut acheter ses vêtements aussi sur son site. Il fait des choses absolument superbes. Je vais vous donner rien qu'un exemple ici d'une robe. Tiens, voici, je vais vous montrer celle-ci. C'est une de sa collection. Ça s'appelle la collection Charnel, c'est ça? Elisa Charnel, c'est bien ça. C'est une Elisa collection, Charnel. voilà. Alors, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait montrer. Il y en a plein. On va vous en montrer d'autres pendant l'émission. J'aime particulièrement la collection Marie-Antoinette. Moi, j'aime beaucoup Marie-Antoinette. Je suis une Marie-Antoinette. Mais alors là, à 13 ans, je pense que tu as réussi à faire une fugue qui était la bonne. Ou à 15 Voilà. ans? Comment? Non, j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans. Voilà. Et finalement, ton oncle, ta tante, qu'est-ce qui est arrivé à eux? Bon, en fait, vu que pendant des années, j'ai fait des fugues, je suis parti, j'ai fait une centaine de fugues, parce qu'à un moment, quand je partais en fugue, j'ai été voir la police, je disais que je n'avais pas de papier, que je ne savais pas où j'étais, que j'avais pas de la mémoire, pour éviter de dire d'où je venais. Malheureusement, ça n'a pas marché, donc ils m'ont ramené chaque fois chez eux, jusqu'au jour où je suis tombé dans le coma. Parce qu'à cause des coups violents, je suis tombé dans le coma, je suis resté 3 semaines dans le coma. 3 semaines dans le coma. Voilà. Et je suis mort. En fait, au bout d'une heure, j'étais à l'hôpital, ils n'ont pas réussi à me ranimer, c'était en France. Au bout d'une heure, on m'a emmené à la morgue. Et on m'a emmené à la morgue, en fait, c'est là où toutes les machines que j'avais sur moi, tout s'est ranimé en fait. Que dire que mon heure n'était pas arrivée. Et c'est vrai qu'à l'hôpital à Necker, on m'appelait le ressuscité, parce que j'ai eu une deuxième chance en fait. C'est-à-dire que mon heure n'était vraiment pas du tout, il ne fallait pas que je parte. Et je suis sûr que c'était aussi ma mère. Est-ce que tu te souviens de cet épisode-là? Est-ce que tu as des mémoires de ce qui est arrivé pendant que tu étais supposément mort? Ben, ce que je me rappelle, comme je dis souvent quand je parle à mes amis, quand ils me demandent, je me rappelle que je voyais beaucoup de lumière. Je ne sais pas pourquoi. Au début, je pensais que c'était un rêve. Je voyais beaucoup de lumière. J'ai vu des gens habillés en blanc avec des ailes. C'est ce que je raconte toujours parce que c'est ce que j'ai vu. Après, moi, je ne savais pas quand je suis sorti du coma. Je ne savais pas du tout que j'avais échappé à la mort. Je ne savais pas du tout. Après, quand on m'a dit que j'étais sorti, que j'étais resté 3 semaines dans le coma. Parce que c'est vrai, je suis tombé dans le coma sans s'y attendre du tout. Un jour, je revenais de l'école et avec tous les coups, choc émotionnel, j'avais des kilos de morve dans le cerveau. J'avais des tonnes, parce qu'avec tout le puits et les coups que je recevais, parce que quand même pendant 7 ans, un enfant, son crâne, il n'est pas du tout formé. Et puis donc, j'ai eu des tonnes de liquide, voilà. J'ai eu des kilos de liquide dans le cerveau, voilà. Mais ce coma-là t'a sauvé la vie. Je sais pas si, mais en tout cas, on va dire, je suis revenu à la vie. En tout cas, il fallait pas que je parte. Il fallait pas que tu partes. Voilà. Oui. Donc, tu es revenu. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es revenu? Te souviens-tu? Quand je suis revenu, je suis resté 3 mois à l'hôpital. J'étais encore fragile. D'ailleurs, la nouvelle, ce qui m'a fait rigoler, c'est que mon oncle et ma tante sont venus me voir parce que l'État a encore laissé mon oncle et ma tante venir me voir à l'hôpital alors que j'avais 14 ans. Je sortais du coma.
Et mon oncle et ma tante m'ont dit, ben, c'était bien fait que j'avais perdu la vue, que j'avais eu ce que je voulais, et ça m'éviterait de partir en fugue. Donc j'ai pleuré, j'ai fait un choc émotionnel, et je suis retourné dans le coma, une journée en fait. Ah oui. Donc, Et c'est à ce moment-là que tu as perdu la vue. non, 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 j'avais déjà, quand je m'étais réveillé, je voyais plus. Quand tu t'es réveillé, c'est ça, tu ne voyais plus. Voilà du tout. Après le coma. Voilà, c'est ça. Oui. Et j'étais dans le coma. Et après, là, le médecin refusait à mon oncle et ma tante de revenir. Et c'est là aussi, ils m'ont dit que ben, pour l'instant, d'attendre que ma vie allait revenir, que c'était normal, je venais de sortir du coma. Mais bon, vu que j'étais fragile, je venais de me faire opérer 3 fois de la tête, ils ne voulaient pas m'inquiéter. Et donc, ils ont attendu que je récupère des forces. Et quand j'ai récupéré des forces, au bout de 2 mois de l'hôpital, et ils m'ont appris que je la retrouverai jamais, qu'elle ne reviendrait pas. Comment tu as fait pour vivre avec ce handicap? Comment tu as appris à vivre avec? Ben, au début, c'était très difficile. Je pensais vraiment pas du tout que je m'en sortirais. Le jour que j'ai appris ça, ah ben, j'ai pleuré pendant des semaines, j'ai tout cassé dans la chambre. Je voulais pas voir mes amis qui venaient me voir. J'allais pas bien du tout. Je pleurais, je criais. Je pense qu'on m'a entendu hurler dans tout l'hôpital. C'était horrible. J'ai vu Oui, pendant 14 ans et oui. là, on m'apprend que je ne retrouverai jamais la vue. En plus, je marchais plus puisque mes jambes n'étaient plus en fonction. Et pareil, j'étais sur un fauteuil roulant. Donc c'était beaucoup de choses qui étaient très difficiles pour moi. J'ai pleuré pendant des semaines, je ne les vois personne, ça n'allait pas du tout. Et Et tu puis, étais tu étais seul au monde aussi à ce voilà, moment-là. Il n'y avait personne. exactement. Voilà. À part les amis, heureusement d'ailleurs, mes amis, ils étaient là, qu'ils ont venu me Oui. voir quand j'étais à l'hôpital. Mais la famille, non, c'était terminé. Et donc voilà. Et puis j'ai commencé, et bien un jour j'ai arrêté de pleurer. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Soit je décide de m'en sortir, ou soit, en fait, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'en sorte. Oui. Alors, tu n'as aucune vision. Pas du tout. C'est pas que j'ai aucune vision, c'est que je vois légèrement. Je vois un tout petit peu, j'ai un cinquantième à chaque œil. OK. Un cinquantième, donc je vois presque pas. On Presque va dire, pas. je vois la Oui. lumière, le jour, la nuit, je vois la différence. Comme là, tu me vois ici. Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Ben, ce que je vois, parce que j'ai des champs vision, et mes champs vision, c'est pas moi qui les décide par an. Je peux voir ton ombre, les gestes, voilà, ça peut m'arriver aussi de voir un visage, mais des fois je peux le voir bien, des fois ça peut être flou. Oui, oui, Ça peut oui. être flou. En Oui, fait, vu que j'ai pris beaucoup de coups sur la tête, oui. derrière, le monde érotique, il est mort, il est écrasé. Avec les coups que j'ai pris, en Hi. fait, il est écrasé. Mais comme le néotique, c'est des cellules, j'ai quelques cellules qui fonctionnent, qui sont vivantes. Mais sinon, 90% des cellules sont mortes. 95. Tu as repris goût à la vie comment? Est-ce que c'est avec ton talent? Est-ce que c'est... En fait, ce que je veux savoir, c'est comment c'est arrivé le design de mode dans ta vie? Ben, déjà, quand tout ça, quand je suis sorti du coma, que je suis sorti de l'hôpital, la chose que je ne voulais pas dire, c'est retourner chez mon oncle et ma tante. Ben non, c'est Et sûr. voilà. Et ils ont C'est fini sûr. par le comprendre. Ils m'ont pas remis là-bas. Je suis parti chez des familles d'accueil où j'ai été, où ça s'est pas très bien passé aussi. Donc pour l'instant, j'avais pas ce goût-là parce que les familles d'accueil m'ont maltraité, m'ont Ah, traité de sale noix, que les noix sont faites pour être brûlées. Ils me donnaient la nourriture pour chien. Il y en a qui m'enfermaient. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, il y en a qui Ah, m'enfermaient. Et puis affreux. après on m'a placé en foyer. Et c'est en foyer que après que j'étais en foyer Qu'est-ce que ça que je veut dire me en foyer? Ça veut dire un endroit où il y a plein de jeunes de ton âge ouais, c'est avec ça. un superviseur? Exactement. OK. Et c'est là où je me suis retrouvé à la rue. Après le foyer m'a mis à la rue, je me suis retrouvé SDF à 19 ans, alors que je ne voyais pas. Donc je me suis retrouvé à la rue. Et puis on m'a mis dans un foyer des SDF. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les SDF, c'est des gens qui vivent à la rue en fait. OK. Donc je dormais dans une chambre avec des gens qui étaient adultes, qui avaient plus de 30 ans, qui étaient alcooliques, qui revenaient tous les soirs, ils avaient bu, ils vomissaient. Donc, Alors que, des maisons pour les itinérants. voilà. Ici, on appellerait ça comme ça ici. Exactement. Donc ça venait de m'arriver alors que j'avais que 19 ans. Et comme par hasard, un aide-soignant me fait des attouchements sexuels Ah, et ah, je ah. suis traumatisé. Et l'État le savent, l'État français, ils ont calmé l'histoire. Ils ont tout rangé le dossier. Et puis là, je suis passé dans les médias avec Claire Brisset. Et tout le monde a été entendu parler de mon histoire. Ça a un peu choqué le monde entier. Et on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est là où j'ai annoncé que je voulais devenir styliste pour rendre hommage à ma mère. Tu n'as rien que décidé ça comme ça, du jour au lendemain. Maintenant, explique-moi. Je pense, on va aller à une pause. Au retour, tu vas m'expliquer comment tu fais pour faire les dessins que je vais montrer aux gens tantôt. Au retour de la pause,
premièrement, où tu prends les idées et si tu ne vois pas, comment tu fais pour faire ces dessins-là que tu fais toi-même. Et puis, écoute, c'est absolument, c'est phénoménal. C'est tellement beau, c'est tellement féminin, c'est tellement doux. Restez avec nous, on vient tout de suite. Toutes ces robes sont faites en soie et en dentelle. Voilà. Alors voici, ça c'est les croquis que tu fais. Je tourne les pages, là. Il y a je ne sais pas si on va arriver à la collection Marie-Antoinette. Laissez-moi chercher. Est-ce qu'elle est un peu plus loin? Ou elle est après? Ah, c'est ici, je pense. Ça arrive. Tiens, voici une des photos, un des croquis de la collection Marie-Antoinette. Tu me dis que ta couleur préférée, c'est le vert. C'est bien ça, c'est le vert. Pourquoi? Pourquoi tu aimes le vert? Qu'est-ce que ça te fait, le vert? Ben, visuellement, quand je me rappelais, c'est une couleur que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'était agréable à regarder. Et le vert signifie pour moi aussi l'espoir. Voilà, donc c'est pour ça que ce mot, je l'utilise énormément pour beaucoup de choses, l'espoir. Tu prépares, tu as une nouvelle collection qui s'appelle, que tu as intitulée Espoir pour l'avenir. Parce que tu es très engagé aujourd'hui dans le vivre ensemble, dans la justice sociale. Voilà. Tu as quitté la France. Pourquoi tu as quitté la France? Pourquoi tu as décidé de venir ici? Ben, si j'ai quitté la France, c'est parce que j'ai été un peu déçu. On va dire pourquoi j'étais déçu, parce que malheureusement, je pensais que, comme j'entendais beaucoup depuis quand j'ai grandi, que la France était un pays qui était assez humain. C'est vrai que moi, après tout ce qui m'est arrivé en France, ben, c'était très compliqué. Et je n'ai pas eu beaucoup d'aide. Quand j'ai annoncé que je deviens styliste, je pensais qu'en faisant mon premier défilé en 2006, qui a énormément marché, qui était un gros succès, il y avait beaucoup de célébrités, les médias, ben, je pensais que quelqu'un déciderait de m'aider. Malheureusement, être noir et handicapé en France, c'est très compliqué. Ben, les portes se sont fermées pour moi. Quand j'allais voir les banques, ils me disaient on ne vous prêtera pas d'argent parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous allez mourir. Les investisseurs ne venaient pas parce que les gens ils avaient trop peur. Et c'est vrai, c'était très difficile pour moi. Et donc, de toute manière, en France, je ne me suis jamais senti dans mon pays parce que j'ai tout été. On m'a toujours fait comprendre que j'étais étranger. Par exemple, ça faisait des années que j'étais en France. Au bout de 27 ans, de 24 ans, pardon, je n'ai pas une nationalité française. Alors que je suis arrivé, j'avais 6 ans. Non, explique-moi pourquoi tu n'as pas la nationalité française. Je ne l'avais pas. Ils ne voulaient pas me la donner. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ils n'ont pas voulu me la donner, alors que j'aurais dû l'avoir automatiquement. Mais comme par hasard, peu de temps que j'ai eu un article dans les Times aux États-Unis, et comme par hasard, après, on me l'a donné ma nationalité française. Okay. Donc ça fait 3 ans que je suis français. Alors que j'aurais dû être français à 18 ans. Mais bon, j'ai tout été rejeté par la France. Oui. Puis donc, tu t'es jamais vraiment senti chez toi. Tu n'as jamais vraiment senti que tu pouvais vivre et créer et être heureux dans ce pays. Non. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous parlez de réfugiés, oui. Ben, moi, je pense que j'étais plus en sécurité en Afrique. Au Cameroun, il y a peut-être, contrairement à ce que pensent les gens, la misère, mais moi, j'étais dans une famille où j'étais heureux. Mon grand-mère m'a donné tout l'amour du monde. J'étais aimé. J'étais un enfant qui avait le droit de m'amuser, de sortir, d'avoir des jouets. Et je sentais de l'amour. Et en plus, je n'étais pas rejeté. Alors que quand je suis arrivé en France, qui se dit un pays de la tolérance, ben, j'étais beaucoup jugé, j'ai été critiqué. Même à l'époque, après tout ce que j'ai eu, quand j'ai annoncé à tout le monde que je voulais devenir styliste, en France, je me suis fait humilier. J'ai subi des choses méchantes par les jeunes. Sur Internet, avant, on tapait mon nom, c'était arnaque au casting, j'étais un manipulateur, j'étais un menteur, on m'a traité à un moment des pédophiles, on m'a sorti de tous les noms parce que pour les gens, un handicapé ferait mieux de rester chez lui. Oui. Donc, la France n'accepte pas qu'un handicapé a le droit de se battre et de vouloir s'en sortir. Et moi, je n'avais pas le choix parce que, n'ayant pas de famille, parce que ma mère est décédée, elle est morte, elle avait 20 ans, mon père est mort, j'ai perdu mes 2 frères. Donc, tout ce qui me restait, il fallait que je m'en sorte. Il restait toi. Voilà, il me restait moi. Moi et la vie et la passion que j'avais de ma mère, la mode et puis le cinéma. Donc, j'ai voulu me battre pour m'en sortir dans ce pays qui n'était pas le mien, mais que j'espérais quand même que les gens seraient humains, où j'ai vu tout le contraire.
En fait, j'ai tout été rejeté, la méchanceté, tous mes projets. Est-ce que tu penses qu'ici, au Canada, ça va mieux se passer? Ben, alors là, je suis une personne qui n'est jamais sûre de lui, mais sur certaines choses. Mais tout ce que je suis sûr, c'est de ce que j'ai voulu toujours faire, de travailler dans l'art. Et je Oui. sais que j'ai pris une bonne décision en venant au Canada. Ben, je suis venu la première fois et j'ai vu la gentillesse des gens il y a 2 ans et demi. J'ai pas du tout été déçu. Les gens sont adorables ici, très humains. Et donc, moi, je me suis senti vraiment très bien ici, honnêtement. Et c'est pour ça que quand on se parlait, et chaque fois par mail, je te disais que je viendrais habiter ici. Oui. Et quand j'ai emménagé cette année, il y a un mois parce que le 3 là, ça fait pile un mois qu'on est là. Et bien franchement, moi je trouve que c'est magique le Canada. Et pareil, je vois beaucoup de gens formidables, humains. Et puis ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à m'aider. Et Oui. beaucoup de monde qui s'en fiche de savoir que je sois handicapé, que je sois noir, blanc. Ce qui importe Ça n'a pour eux, pas c'est d'importance. voilà, ça n'a pas Oui, d'importance. ça n'a pas C'est d'importance. que j'ai du talent, que je sois un humain et que voilà, c'est tout. Et que Oui, j'en veux. oui. Explique-moi, comment tu fais tes croquis avec le... Ben, tu es vraiment non-voyant. Comment tu fais pour... C'est une drôle de question, peut-être tu ris quand je te pose la question, mais comment tu fais des croquis? Mais en fait, moi, quand j'ai répondu souvent à beaucoup de journalistes, c'est qu'il faut pas bien. Les gens sont impressionnés par ce que je fais, mais comme je dis toujours, je suis pas le seul à avoir du talent. Il y a beaucoup de non-voyants qui sont incroyables. Moi, Oui, je je suis sais. impressionné par beaucoup de personnes handicapées. Ben oui. J'ai un ami qui s'appelle Éric Brun-Sanglar, il habite aux États-Unis à Hollywood, il décore toutes les maisons de stars, alors qu'il est aveugle. Rien qu'en entrant dans une pièce, il va sentir, rien qu'à son odorat, il va sentir comme la pièce est, il va faire quelque chose de magnifique, mieux Oui, qu'un voyant. oui. Moi, je dessine parce que j'ai vu pendant longtemps et avant, comme j'ai dit, c'était un bel héritage que ma mère m'a laissé. Donc, quand je voyais, je dessinais déjà. Oui. Donc, j'ai continué, même si j'ai pas de la vue, ça ne m'a pas mis d'embûche. Au contraire, ça m'a rendu plus fort. C'est vrai que quand j'ai annoncé que j'allais devenir styliste, alors là, les gens ont rigolé, les gens m'ont dit, mais tu rêves pas un peu, tu vis dans ton monde, pourquoi toi, tu veux y arriver dans quelque chose que nous, on n'y arrive pas? Voilà ce qu'on m'a dit. Oui, oui. Mais plus les gens me disaient ça, et puis je voulais leur montrer le contraire. Et j'en avais rien à faire de ce qu'ils pouvaient penser. On va regarder encore quelques autres croquis. Si on pouvait regarder, Jerry, les robes et puis aussi peut-être les robes. Regardons les robes de la collection Marie-Antoinette, numéro 8, 9, 10, 11 et 12 dans notre série de photos que Mason nous a envoyées pour que vous voyez. Celle-là, elle est verte, une robe Marie-Antoinette avec un croisé à la taille. Une robe à crinoline, c'est très, très élégant. Pourquoi tu l'as appelée Marie-Antoinette, cette collection? Alors, justement, c'est des collections, c'est la collection Espoir pour l'avenir. Les robes que j'appelle Marie-Antoinette parce que j'ai une collection, c'est les robes de mariée que je fais Marie-Antoinette. Parce que OK. déjà, je suis une personne je suis très fan de Marie-Antoinette. J'ai toujours adoré Marie-Antoinette. C'est une Ah ben personne là, qui est morte avec beaucoup de ouais, dignité. là, Voilà. je suis vraiment, on se rejoint là-dessus, hein? Voilà. J'adorais Marie-Antoinette. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire une dédicace en son hommage. Et aussi un hommage Marie. Ma mère s'appelait Marie. Oui, Donc ça fait partie des raisons. Et parce que j'aime beaucoup je trouve que, parce qu'en fait, la mode en France aujourd'hui, je trouve que, je suis désolé de dire ça, mais elle est abîmée. Aujourd'hui, les jeunes filles s'habillent comme les garçons en France s'habillent comme des filles. Et moi, je veux ramener la mode, l'élégance. Moi, je trouve que c'est important. Une femme doit être belle. Et moi, ce que je veux aussi montrer avec cette collection qui s'appelle Espoir pour l'avenir, c'est qu'une femme, même à 40 ans, à 50 ans, peut garder sa beauté. Parce que souvent dans la mode, bien sûr. à un certain âge, à 25-30 ans, ils disent que c'est des vieilles peaux en France. Mais non, non, C'est non, non. dommage. C'est Alors qu'il y a des femmes dommage. qui embellissent, il y a des femmes qui deviennent même plus belles quand elles ont 40 ans que quand elles avaient 20 ans. Oui. Et donc moi, je veux mettre la beauté de la femme en avant. Donc c'est pour ça dans ces collections Espoir pour l'avenir, ben, je fais des robes en soie magnifiques, de la dentelle, je cherche moi-même le tissu, de les choisir, je marie les couleurs, voilà. Donc pour moi c'est Et tu très as fait important. t'as fait de nombreux défilés en France. Tu en as fait ailleurs, des défilés aussi? Voilà, là en France, j'en ai fait en tout, j'en ai fait 2 aux Oui. États-Unis. Tu en as fait deux J'en à ai Los fait, Angeles. voilà, Los Angeles. Et donc en France, j'en ai fait plusieurs. Donc les 2 derniers l'année dernière. J'en ai fait un au Georges V, à l'Eurosite du Georges V, Oui, qui est un de mes sponsors, d'ailleurs, que je remercie beaucoup. L'Eurosite du Georges V, voilà, qui était sous les Champs-Élysées, à l'avenue Georges V. oui, Et c'était vraiment magnifique. Voilà, c'était pour mon association. oui. Donc j'ai présenté ma collection Espoir pour l'avenir, que je vais présenter ici au Canada d'ailleurs. Quand tu as décidé de te lancer en affaires, parce que finalement, tu es un homme d'affaires aussi, ce Voilà. qu'on ne dit pas, on parle de toi comme cinéaste, on parle de toi comme designer, comme créateur de mode, mais il faut que tu gères cette entreprise. Tu as créé, entre autres, la corporation Mason Ewing, je pense, Voilà. et tu as développé un logo, un personnage qui s'appelle Madison.
Voilà. On va le regarder ensemble, le petit logo, le petit garçon, c'est un petit bébé. Si on pouvait le mettre à l'écran. C'est le premier. C'est le numéro 7. Non, pas celui-là. Là, le voilà. Alors, le Mason Ewing Corporation, là, présentement, on voit à l'écran, Mason, le petit bébé. Bébé Madison. Alors, explique-nous, Madison, explique-nous qui il est et puis pourquoi tu l'as créé comme ça. Parce qu'en fait, moi, comme je dis, j'ai subi en France, j'ai subi le racisme, j'ai subi la famine, j'ai subi pas mal de choses, la maltraitance. Moi, je voulais créer un bébé qui est le symbole de la paix. Un bébé qui représente tout ce que, aujourd'hui, tout ce que je n'aime pas. Qui veut dire qu'un bébé qui veut passer un message, qui veut dire stop, arrêtons de juger, nous sommes tous égaux. Et pourquoi un bébé? Parce qu'un bébé ne juge pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a la peau métissée, les yeux bleus, bridés avec une mèche blonde. Oui, tellement Comme- charmant. Voilà. Il est métis, il a les yeux bridés, il a les yeux bleus, il a un petit, Une petite mèche blonde. une petite mèche blonde et il a des ailes. Voilà. Comme ça, un bébé, et comme ça, tout le monde peut s'identifier sur lui. Et un noir, un arabe, un blanc, un chinois, et puis les enfants. Pourquoi un enfant? Parce qu'un enfant, c'est vraiment la tolérance pour moi, c'est la pureté. Oui. Un enfant, ça ne juge pas. Même si malheureusement, dans le monde, les gens les font beaucoup du mal. Eh ben moi, ce bébé Madison qui a 10 mois, et qui est devenu aujourd'hui l'icône de mon entreprise, Mason Ewing Corporation, Oui. de la marque de vêtements Mason Ewing, de mon association SOS Madison International. C'est vraiment lui partout. On va aller à la pause. Au retour, on va regarder un petit extrait d'un un petit film, un film d'animation Voilà. que tu as fait au sujet de bébé Madison. Mais il n'est pas seul dans son film d'animation, dans son histoire. Il a un ami aussi qui s'appelle Ouais. comment? Joanne, Joanne. C'est une fille. un garçon qui Un était mon garçon. meilleur ami d'enfance. Joël. Joanne. Joanne, c'est un Voilà. garçon. Voilà. C'était ton ami d'enfance? Voilà, c'est ça. Oh! On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Dans quelques instants, on va pouvoir voir un petit extrait d'un film d'animation que tu as réalisé, que tu as conçu et réalisé. Parle-nous de ce qu'on va voir. Voilà. En fait, alors, donc c'est ce que je voudrais. Donc, j'espère, c'est un pilote ça s'appelle Les Aventures de Madison. Ce bébé Madison qui est un bébé de la tolérance que je voudrais médiatiser, que je voudrais que des chaînes télé me contactent. Parce que j'aimerais vraiment qu'on produise des épisodes pour les faire passer. Et ce qui est bien, c'est que ce dessin animé est aussi, je veux qu'il soit adapté aussi pour les non-voyants. Parce que voilà, c'est pour ça que j'ai fait un dessin animé où les bébés ne parlent pas, les enfants. Il y aura plein d'aventures parce que Madison, c'est un enfant qui va aller dans plein de pays découvrir pour sauver des enfants, pour aider des enfants malades, emmener de la paix, de l'amour dans le monde. Donc là, il est dans un skatepark avec son meilleur ami qui s'appelle Johan. Joanne, qui était ton ami d'enfance. Voilà. Donc, Madison est un enfant un bébé qui veut amener de l'amour, de la tolérance, la joie, surtout le respect et l'amour des enfants. Exactement. Tu sais, des fois, Mason, je me dis, si là, on regarde toutes ces atrocités qui se passent dans le monde, tous les suicides, les suicides, pas les suicides assistés, mais les personnes qui se font sauter en même temps, qui font sauter tout leur environnement. Puis je me dis, si ces personnes avaient été aimées quand elles étaient petites, si elles avaient été aimées inconditionnellement, si elles avaient été acceptées par leur environnement, par les gens, par leurs proches, par leur voisinage, on ne serait pas rendu où on est rendu aujourd'hui. Donc, n'est-ce pas? Pas spécialement parce que regarde, ma tante a toujours eu de l'amour de sa mère. Sa mère, c'était mon grand-mère. Mon grand-mère, elle n'a jamais fait du mal. Mais je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont le mal en eux. Ils ont le mal en eux, tu penses, oui. Parce que moi, j'étais par exemple maltraité. Et je veux dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire du mal à un enfant. D'ailleurs, mon frère qui est là, Milan, et ben, à chaque fois que je regarde un film, chaque fois que je vois un enfant qui se fait maltraiter, quoi que ce soit, violé ou tué, je suis toujours en train de pleurer. C'est marrant parce qu'autant il y a beaucoup de choses qui ne me touchent pas, autant quand on touche un enfant, c'est quelque chose qui est très sensible pour moi. Et je sais que jamais je préfère du mal à un enfant. Parce qu'après ce que j'ai vécu, je sais c'est quoi. Alors qu'il y a des gens qui oublient ce qu'ils ont vécu et qui refont la même chose. Absolument, oui, Voilà. oui. Allons voir un petit extrait. Est-ce qu'on est prêt, Jerry? Alors, allons voir un extrait
de cette série, de ce film. C'est un court-métrage. Donc, c'est ta création. Ça s'appelle comment encore? Voilà, ça s'appelle Les Aventures de Madison. Moi, en fait, dans le dessin animé, si ça arrive beaucoup de choses à Johan, mais bon, en fait, c'est style un peu cartoon, Oui. parce que Johan, il veut protéger son ami. Et donc, il veut me protéger, parce que Madison, il est aveugle dedans. Voilà, Madison, il ne voit pas. Donc, c'est pour ça que Johan se prend un peu pas mal de choses de manière. Et puis, ce sont des enfants. Et puis, après, Johan, il n'arrive pas à grand-chose, parce que bon, ce sont des petits gags. Mais Oui. voilà, le but, c'est que ça soit quelque chose de drôle. Voilà, donc, Oui, parce voilà. que Joanne essaie comme tu dis, essaie de protéger Voilà. Madison, mais Madison est trop vite pour lui. Voilà. Et il y a des tours dans son casque, comme on dit. Ouais. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est pas parce Ben qu'on est non. aveugle qu'on ne peut pas dynamique, qu'on ne sait pas faire. Et là, Madison le prouve, comme moi je le prouve en étant styliste, en étant producteur. La vue n'empêche pas de faire des belles choses Absolument. ou de faire des activités. Absolument, absolument. Aussi, quelque chose que je trouve très sensible de ta part, c'est sur les vêtements que tu crées, il y a Du braille. des messages en braille. Voilà. Où est-ce qu'il est le braille? Dans l'étiquette où on... Mais, par exemple, je t'ai emmené un t-shirt aujourd'hui pour te montrer une collection bébé que je vais faire pour la collection de c'est Noël. parfait. Tu vois, Je moi, vais j'ai des raconter. petits-enfants. Là, Ouais. ils vont être très... Tu regardes ça ici. Voilà. Voilà. Un pour tes petits-enfants, comme tu m'as dit. Puis je vais t'emmener un petit t-shirt pour toi. Et ben dessus, il y a des... Puis où est-ce qu'il est, le braille, là-dessus? Là? Ah, Le il est braille, il est ici! devant, voilà. Ah bien oui. Puis qu'est-ce que ça dit, ça, le braille? Alors, que comme celui-là, c'est un t-shirt qui est bleu, et le bébé il est en train de faire, c'est le bébé Madison, c'est une collection un peu qui va sortir pour Noël. Et c'est pour les enfants, en fait. Donc, le bébé Madison, il est en Père Noël. Oui. Et donc, il était bien en Père c'est un Noël, petit oui. avant, voilà, il est en Père Noël. Et donc, le braille permet aux personnes qui ne voient pas de reconnaître la couleur du vêtement au toucher. Parce que mes vêtements, c'est des vêtements qui sont accessibles pour les voyants et pour les non-voyants. Ce que je voulais, c'est parce que souvent, je me suis rendu compte qu'en France, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup au monde du handicap. Ils ne font pas d'humanitaire, ils ne sont pas sensibles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont permis de faire beaucoup de méchanceté. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'ils sachent que quand ils achètent des vêtements qui sont pour voyants, ils sachent pourquoi ils portent ce vêtement, que c'est un vêtement qui parle de tolérance. C'est un vêtement qui est accessible pour tout le monde. Qui parle de l'autre. Voilà, de l'autre. exactement. Oui. Et qui soit pratique aussi pour les aveugles. Comme ça, un aveugle peut s'habiller très bien, peut être élégant quand il sort dehors. Parce que pourquoi ce serait que des voyants qui font attention à leur tenue? Non, il y a aussi les non-voyants qui font attention. Déjà, quand on ne voit pas, c'est pas facile parce qu'on nous regarde quand on marche, quand on a une canne. Alors, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est plus agréable quand on a une belle tenue sur nous. Donc, ce que j'ai voulu, c'est de mettre du braille sur des vêtements. C'est des vêtements qui sont visuellement beaux et avec du braille qui permet aux personnes aveugles de connaître la couleur. Puis un tissu tellement doux aussi. Voilà. Je ne sais pas où tu as pris ce coton, mais En fait, c'est 100% coton et 100% bio.
Et ce que je précise aussi, 100% coton et 100% bio? voilà. Et ce que je précise aussi, c'est que moi, j'ai fait fabriquer mes vêtements aux États-Unis. Comme j'ai envie de travailler avec le Canada, je n'ai jamais voulu mes vêtements soient fabriqués, par exemple, en Chine. Parce qu'en Chine, là-bas, ils exploitent beaucoup les enfants. Et moi, je suis contre tout ça. Donc, je refuse que mes vêtements, je peux pas mettre que ça me coûte plus cher qu'utiliser dans des pays où ils exploitent des enfants. Donc, je refuse. C'est quelque chose que je refuse. Ce n'est pas dans mon éthique, dans mon association et dans mes principes. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Tu es une inspiration. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Restez avec nous. Bébé Madison, on le voit ici également dans différentes... à pratiquer différents sports. Voilà, activités, sport, métiers. Ouais, Sauf les métiers différents. qui n'ont rien à voir avec la guerre. Par exemple, l'armée, tout ce qui a des armes, je n'en veux pas parce que moi, je suis contre tout ça. Mais voilà, par exemple, il est en tenue de pompier. Des fois, on va le voir, il fait du skate. Des fois, il fait du roller. Des fois, il est en football américain. Des fois, il fait de la guitare. Voilà. C'est un bébé qui exprime vraiment la paix et la tolérance. Alors, c'est un bébé qui parle, qui nous rappelle la paix, la joie, que l'amour des enfants. Voilà, la tolérance. La tolérance, la fraternité. Exactement. Et ce que je trouve admirable dans ton cas, c'est que tes vêtements ne sont jamais fabriqués dans des pays où il y a les enfants, on demande aux enfants de travailler, où il n'y a pas des droits humains. Tous tes vêtements sont faits au Canada, aux États-Unis. Voilà. Exactement. Ben, d'ailleurs, si on regarde ceux qui achèteront, ils regardent dans le t-shirt à l'intérieur, il y a marqué Made in USA, et God bless you, c'est marqué dans le t-shirt en bas. Voilà. Ce que j'ai fait exprès, je ne voulais pas que l'étiquette soit derrière, parce que des fois, les étiquettes, ça nous gratte. Ah oui. Ça. Et moi, j'ai pensé à tout ça. C'est bien, c'est bien. Tu as pensé à ça. Voilà, alors, en effet, alors c'est 100%, 90% coton, voilà. Lavable à la machine. C'est un peu d'élastane. C'est fait aux États-Unis, voilà, à Los Angeles. Exactement. Et tous les tissus sont bio. Voilà, c'est ça. Donc, c'est d'ailleurs cette collection que je vais présenter cette année à mon défilé que je vais organiser le premier pour mon arrivée au Canada. Alors, tu prépares quoi pour nous, là? Parle-nous un petit peu de ce que tu vas nous présenter dans les prochains mois. Alors, je voudrais faire un beau défilé ici, d'ailleurs, où j'inviterai j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui viendront, beaucoup d'acheteurs, des magasins, des patrons de magasins. D'ailleurs, le maire d'Ottawa, que j'aimerais beaucoup qu'il vienne, je serais ravi de l'inviter. Et le maire voilà. Donc, je prépare un défilé qui va s'appeler par Espoir pour l'avenir, ma collection, où je vais vous présenter la collection Madison. Je vais faire défiler 6 mannequins garçons et 6 mannequins filles. À côté, par contre, ce que moi je veux dans ces mannequins, je veux qu'il y ait des mannequins quand même qui ont des problèmes de vue ou des problèmes de surdité. Ouais. Mais en même temps, je vais respecter les critères parce que moi, si je fais défiler ou je fais travailler quelqu'un parce qu'il est handicapé, mais c'est parce qu'il a des critères, pas parce qu'il est handicapé. C'est quoi les critères? Les critères, c'est-à-dire il faut que la fille elle soit grande, à partir d'1m77, jolie, ravissante, avec beaucoup de charme. À partir de quoi? C'est comment grande? 1m77, presque 1m80. Je ne qualifierais pas. Voilà, donc c'est 5, je ne sais plus comment on dit, c'est vrai. En tout cas, il faut qu'elle soit très grande. Oui. Très grande, très élancée. Il faut que, voilà, le garçon, c'est pareil, il faut qu'elle soit grand, mince, il faut qu'il soit beau, belle, avec beaucoup de charme. Oui. Voilà. Parce que moi, je recherche, donc je vais rechercher des mannequins, voilà, des mannequins qui sont aveugles, des mannequins qui sont sourds et muets, des mannequins valides. Je vais mélanger, parce que mon but, c'est vraiment de mélanger toujours tout le monde. Que tout le monde a une place dans mon entreprise, tout le monde a une place dans mon cœur. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. Oui. Maintenant, le cinéma, c'est un domaine dans lequel tu travailles également. Là, tu as la série, tu as les aventures de Madison que tu aimerais beaucoup pouvoir placer dans une télévision, un diffuseur canadien, un diffuseur canadien, puis qui pourrait continuer à exploiter le concept avec toi, bien sûr. Donc, il y a cette série-là. Il y a ta mode, toute la création de mode. Donc, on prépare des
tu prépares des défilés, tu vas aussi, on peut aussi acheter en ligne. Voilà, Tu as une boutique en ligne, on ne voilà. l'a pas mentionné. Puis sur la boutique, dans la boutique, il y a beaucoup des T-shirts avec toutes sortes d'illustrations, beaucoup du bébé Madison. L'adresse de la boutique, c'est... Alors, c'est www.mason, M-A-S-O-N, shopping, tout attaché, S-H-O-2-P-I-N-G, masonshopping.com. Est-ce qu'on l'a, Jerry, l'adresse? On va la mettre dans quelques Maison Shopping, instants. Mais voilà. masonshopping.com. Comme. Voilà. Et puis là aussi, bientôt en juillet, ici au Canada, je vais tourner mon court-métrage Une heure d'espoir, qui parle de l'histoire d'un jeune qui perd la vue, que je vais présenter au Festival de Cannes 2017 et dans les festivals aussi au Canada. Alors, tu vas tourner cet été un court-métrage ici sur un jeune qui perd la vue. Voilà, parce que mon but, c'est de parler de tolérance. Parce que moi, je veux faire bouger les choses dans le monde. Parler des choses qui dérangent les gens. Le handicap, le racisme, l'homosexualité, tous les enfants qui ont des maladies transmissibles qui sont dans les hôpitaux. Donc, je parle de ça dans tous mes projets. Donc, Une heure d'espoir, c'est un court-métrage qui a été racheté par France Télévisions en France Oui. et que je voudrais diviser, voilà, que je vais faire présenter au Festival canadien, Festival de Cannes l'année prochaine. Et pour ces projets-là, on a besoin toujours d'argent. Oui. Donc oui. moi, je recherche des sponsors, des investisseurs. Donc j'espère qu'il y a des Canadiens, et ça, je n'en doute pas du tout, parce que j'ai confiance, qui vont dire, bah, tiens, ce jeune, j'aime ce qu'il fait, et ben j'ai envie de le soutenir. Parce que voilà, on sait très bien que sans argent, on ne peut pas faire de projet malheureusement. Non. Et moi, si j'ai besoin de, moi, je le dis clairement, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, de devenir riche, parce que j'ai d'autres causes qui sont importantes pour moi. C'est de faire des œuvres humanitaires, créer par la suite des orphelinats. Et pour créer des orphelinats, il faut beaucoup d'argent. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment aider les enfants maltraités, les enfants, voilà, les personnes handicapées. Et ça, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est très important pour moi. Tu fais beaucoup pour les enfants des autres. Est-ce que toi, un jour, t'aimerais avoir des enfants? Eh ben, L'amour dans ta vie, c'est où, là? Eh ben, l'amour dans ma vie, c'est déjà ma passion, c'est la mode, la passion Oui. de ma mère, le cinéma qui est mon rêve à moi, puisque c'est pour ça que je fais du cinéma aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère qu'une chaîne télé m'appellera aussi pour la série que je vais proposer, que j'ai 2+3 et Mickey Boom, qui est une série française Oui. que je veux diffuser au Canada, parce que le Canada, ça va devenir au pays de mon cœur. Et à côté, j'aime les enfants. Moi, j'en veux 2 à moi et je vais en adopter. D'ailleurs, beaucoup de monde ne le sait pas, mais j'ai adopté un enfant en France. Ah oui? Voilà, parce que je trouve que pour moi, c'est important. Il avait 16 ans. Et les enfants, pour moi, c'est la vie. Et j'adore les enfants. Donc, je vais en adopter plein d'autres parce que malheureusement, moi, je n'avais pas de parents, pas de famille. Parce que mon oncle et ma tante, pour moi, ce n'est pas ma famille. Ben non. Je n'avais pas de famille. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Et moi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Voilà, j'adore les enfants. Et pour moi, c'est le plus bel être au monde. Oui, en effet. On va à la pause. On vient tout de suite. C'est tellement vrai. Donc, en terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mason, tu es ici, tu souhaites t'établir ici, à Voilà. Ottawa. Comment ça se passe à Ottawa? Dis-nous, qu'est-ce que tu aimes de la ville ou de la région? Moi, ce que j'aime beaucoup, une chose qui est importante pour moi, c'est les gens. Et donc, les gens, j'étais bien accueilli. Quand j'ai un problème, j'appelle au téléphone et c'est pour régler le problème. Ça se règle très vite. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens au Canada respectent énormément les handicapés. Et ça, pour moi, c'était très important. Et je trouve ça super. T'as vu, c'est différent ici d'ailleurs? Ah oui, différent, ça n'a rien à voir du tout. Rien à voir. Oui. Bien, ici, ça fait quand même, il faut dire que ça fait très longtemps, plusieurs décennies, que les enfants qui ont des handicaps, ils sont pleinement intégrés dans le système scolaire et on apprend à vivre ensemble et on apprend que, dans le fond, tout le monde a un handicap en quelque part. C'est pas parce que quelqu'un a un handicap que ça l'empêche de réaliser ses rêves. C'est vrai. Et puis, il faut l'applaudir comme on t'applaudit toi, comme on souhaite que tu réussisses. Donc là, tu nous prépares un défilé, tu cherches des commanditaires. Voilà, des sponsors. Voilà, j'espère s'il y a des mannequins qui sont intéressés, qui vont pas hésiter à nous contacter.
Oui. Le défilé sera en septembre. Et puis je cherche aussi des investisseurs parce que vu que je prépare mes projets audiovisuels ici, et même des chaînes télé qui seraient ravis, je serais ravi qu'ils m'appellent pour qu'on puisse travailler, collaborer pour diffuser mes projets, comme voilà, mes séries télé. On n'a pas regardé un extrait de ton court-métrage, mais on sait que ça va. C'est un court-métrage en anglais, je pense que tu avais réalisé aussi. Voilà, Mais tu vas être à Vue d'Afrique aussi à Montréal. voilà. Et on enregistre l'émission le 6 avril et ça va être ta fête le 9 avril. Quand Ouais. l'émission va être diffusée, ta fête va être finie, ton anniversaire ici. Et ici, on dit ta fête, hein? Tu savais ça? Non, On dit, ça va être ta fête, ouais. Au lieu voilà. de ton anniversaire, mais c'est la même chose. J'aurai Ben, 34 on ans. te souhaite un bon anniversaire. Merci On beaucoup. souhaite que tu réussisses, que tous tes rêves se réalisent ici. Et merci beaucoup d'être Et merci nous voir de aujourd'hui. m'avoir invité. Merci. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci.